Bonjour et bienvenue dans l'une de ces premières tables rondes. Nous allons réfléchir ce matin pendant 45 minutes à la façon dont les transports vont influer positivement, on l'espère, sur la décarbonation des territoires, enfin en tout cas accélérer leur transition énergétique. Autour de la table, nous avons à la fois des gestionnaires d'infrastructures et des énergéticiens, donc ils ont beaucoup de clés en main. On va leur demander, je vais commencer par les présenter. Christophe Fanichet, vous êtes président, directeur général de SNCF Voyageurs. Isabelle Patrier, vous êtes directrice de Total Énergie. Total Énergie, je n'oublie pas l'énergie, développement régional, qui est une agence qui accompagne le développement économique des territoires. Je le précise parce qu'elle est peut-être un peu moins connue que la maison mère. Édouard Arkwright, vous êtes directeur général exécutif du groupe ADP. Et puis, à ma droite, j'ai Mathieu Giard, membre du COMEX d'Air Liquide, directeur des activités hydrogène et de la branche industrie, de la branche d'activité industrielle marchande. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et enfin, Baptiste Morand, vous êtes directeur général du Port du Havre. Bienvenue à tous les 5. Je vais commencer par vous, Édouard Arkwright. La thématique est intéressante pour décarboner la France. On voit bien qu'il va falloir agir aux deux extrémités de la chaîne, c'est-à-dire à la fois massifier la production de nouvelles énergies et massifier son utilisation dans les transports, leur utilisation dans les transports. Comment est-ce que ADP entend répondre à ce défi? En gros, la question c'est à quoi va ressembler l'aéroport de 2035-2040? Bien, bonjour à tous. Pour pouvoir dessiner l'aéroport de 2035-2040, il y a deux tournants à prendre. Il y a le tournant de l'intermodalité et le tournant de l'énergie. Et ces deux tournants qui sont très nouveaux pour les aéroports ou les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires. Le tournant de l'intermodalité, c'est le fait de se dire qu'on ne peut pas penser à un aéroport demain sans penser d'abord son accès ferroviaire. Et donc le futur ou l'avenir d'un aéroport, par exemple comme Charles de Gaulle, passe par sa gare et les moyens de transport ferroviaire adossés et associés à cette gare. Aujourd'hui, on a à peu près 18% des passagers, enfin en 2019, on avait 18% des passagers de Charles de Gaulle qui arrivaient par la voie ferroviaire. On peut imaginer qu'à l'horizon que vous venez d'évoquer, ces 18 seront devenus peut-être 36 ou entre 30 et 40. Donc ça veut dire penser l'avenir de ces infrastructures autour de la gare, et donc ça signifie des discussions nouvelles avec des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, ça veut dire une discussion avec les acteurs territoriaux, enfin des choses complètement nouvelles dans le monde de l'aéroport. Le deuxième axe, le deuxième tournant, c'est celui de l'énergie. Jusqu'à maintenant, l'énergie dans un métier comme le nôtre était assez simple. C'était du fuel ou du carburant aéronautique qui venait spécialement depuis Le Havre et qui avait du coup un circuit totalement dédié. On voit que les enjeux à l'horizon que vous venez d'évoquer, c'est les enjeux des carburants alternatifs durables et de l'hydrogène, ce qui pose deux problèmes. Le problème de leur production, le problème de leur transformation. Et de ce point de vue-là, un aéroport est intéressant puisqu'il est à la fois une source d'utilisation massive, quelle que soit l'énergie qu'on va trouver, et puis il est ancré dans un territoire, et donc c'est une source d'énergie qui peut être mise à profit de ce territoire, mise à la disposition de ce territoire, ou alors ça permet à ce territoire qui a des projets de pouvoir trouver peut-être des réponses énergétiques plus intéressantes. Donc voilà, l'avenir de l'aéroport, c'est l'intermodalité et l'énergie. Et si on prend correctement ces deux tournants, on sera au rendez-vous de la décarbonation que vous venez d'évoquer. Ça veut dire que l'aéroport pourrait devenir aussi un lieu de production, c'est ce que vous nous laissez entendre? Ça, c'est mes camarades qui sont autour de moi qui pourront le dire. En tout cas, production ou transformation, on verra bien. Ça sera le choix des énergéticiens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour un aéroport, il y a un nouveau métier qui apparaît, qui est celui de cette interface avec l'énergie. C'est un métier qui était totalement différent de nous, à côté de nous. Et on voit, y compris dans nos choix RH, qu'à l'horizon que vous venez d'évoquer, il y aura un métier, en tout cas un métier pas forcément industriel, mais un métier en termes de compétences à développer dans les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires autour de l'énergie. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Mathieu Giard, puisque Édouard Arkwright a dit, voilà, les énergéticiens vont choisir. Demain, un aéroport pourra accueillir, alors je vais parler d'hydrogène, vous êtes un des premiers producteurs mondiaux d'hydrogène, pourra accueillir une unité de production d'hydrogène, un électrolyseur, un liquéfacteur, que sais-je? Alors la réponse courte est oui, en effet. Après, on a plusieurs enjeux à adresser dans les prochaines années pour arriver à ça. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu technologique.
On a mentionné l'avion hydrogène déjà 2 ou 3 fois depuis ce matin. Donc, on va devoir construire ces capacités de production d'hydrogène. Donc, pour faire cela, on a aujourd'hui Air Liquide, on est dans ce métier depuis plus de 50 ans. On est parti du spatial. Parlez bien devant votre... On est parti du spatial avec l'hydrogène liquide. Et donc, en fait, on voit très bien qu'on va devoir fournir de l'hydrogène aux aéroports en grande quantité, et des quantités qui sont de taille mondiale. Donc, aujourd'hui, on a besoin de construire des unités qui vont grossir en taille. Donc, je vais prendre l'exemple d'Air Liquide, on a construit la plus grosse unité au Danemark il y a 2 ans, c'était 1,2 MW. On a construit une au Québec cette année, c'était 20 MW. Et on a déjà annoncé 200 MW dans la région du Havre. Donc on voit qu'on a un effet de scale-up qui est important, qui va nous permettre de réduire nos coûts de production. Donc ça, c'est un gros aspect. Derrière, mais Édouard l'a mentionné, on a besoin d'avoir une énergie qui soit renouvelable et accessible. Donc pour nous, c'est de l'électricité renouvelable dont on a besoin pour faire tourner nos électrolyseurs. Donc on a besoin de grosses quantités d'électricité bas carbone et il va falloir mailler tout ça. Une fois qu'on aura ça, on va pouvoir évoluer sur le maillage des territoires. Et là, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre où ça va se passer. Donc les aéroports ne sont pas hors sol en France. Donc construire autour d'un aéroport un écosystème avec de la mobilité légère, lourde, de l'aviation, c'est clairement une voie de développement pour nous. Et donc, on va devoir construire de l'infrastructure. Donc, on a annoncé, pas plus tard que ce matin, qu'on travaillait avec ADP et Airbus sur ces questions d'infrastructure. Donc, est-ce qu'on va construire des unités à l'intérieur de l'aéroport? La réponse est oui, peut-être. Ça peut être aussi autour, ça peut être un peu plus loin. Quand on se projette en 2030-2050, les gros usages de l'hydrogène en France, ça va être d'abord l'industrie lourde. Donc, on va travailler sur les gros bassins industriels, Le Havre, Dunkerque, Fos-sur-Mer, etc., pour construire des grosses quantités d'hydrogène et en marginal avoir des molécules qui vont nous permettre de démarrer des écosystèmes. Donc ça, c'est un. Et on va relier ça via les gros corridors de mobilité qu'on connaît tous, hein, les Marseille-Paris, Paris-Le Havre, Paris-Lille. Et donc tout ça, on va pouvoir construire de la densification et donc mettre à disposition des aéroports, mais aussi des trains ou des bateaux, des molécules d'hydrogène qui soient accessibles pour tous. Merci beaucoup, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Christophe Fanichet. Alors l'hydrogène, la SNCF en parle aussi, mais pas uniquement, hein. Vous avez une approche aujourd'hui, vous allez je vais y arriver, hein, dédiéseliser les trains comme on va dédiéseliser les voitures. Et alors, expliquez-nous quelle est votre stratégie avec une offre plus variée, plus diverse et plus flexible aussi, hein. Alors, moi d'abord, un grand merci pour cette invitation au Paris Air Forum. C'est toujours un peu surprenant d'inviter la SNCF ici. Mais ce n'est pas un hasard, comme le rappelait Édouard Acraï tout à l'heure. Nous sommes dans des connexions et nous allons vers de plus en plus de connexions entre les différentes mobilités, en particulier quand on parle de transition écologique et de mobilité durable. Moi, je dirais que notre premier sujet, c'est d'accélérer la transition écologique et qu'elle soit de plus en plus durable. Aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas faire la promotion du train, mais c'est le train qui participe grandement à ces déplacements les plus verts possibles, mais à 2 conditions. La première condition, c'est qu'il soit accessible à tous, et c'est les travaux qui sont faits par l'ensemble des autorités organisatrices, les régions, pour mettre de plus en plus de Français dans les trains. C'est aussi le rôle de l'entreprise SNCF. En baissant ses coûts, le ferroviaire est un mode de transport lourd, et il faut qu'on continue à baisser nos coûts. Et puis, je dirais, le deuxième sujet d'accessibilité, c'est qu'il faut qu'on soit véritablement en interconnexion entre les modes. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que le train doit être une sorte de colonne vertébrale entre les différents modes de transport, du plus lourd avec l'aérien et de cette bonne connexion que nous avons avec les aéroports, en particulier avec Aéroport de Paris, mais ça va jusqu'au vélo ou la trottinette. C'est bien ça le premier sujet. Pour autant, bien qu'on soit un des plus écologiques, dans ce dispositif de la mobilité et dans les territoires, on se rappelle tous que le transport, c'est 1/3 des consommations de CO2 en France. Et donc, on doit encore continuer à faire des efforts. Les efforts que nous faisons, c'est en particulier dans les TER, puisque aujourd'hui, le TGV ou en Île-de-France, 100% de nos trains sont électriques et donc avec 0 émission à effet de serre. En revanche, sur le TER, on doit continuer ces travaux. On fait circuler à peu près 8000 TER tous les jours en France. Et ces 8000 TER que nous faisons circuler, aujourd'hui, ils sont
pour partie électrique, mais pour une grande partie également diesel. 50% électrique, 25% diesel et certains qui sont bi-énergie. Donc les travaux que nous sommes en train de faire, et je crois que c'est là où on se retrouve, la transition énergétique, la transition écologique, elle passe par de l'innovation. Et cette innovation, nous, à la SNCF, on l'a vu sous plusieurs angles. Le train et l'hydrogène, c'est un travail que nous conduisons avec 5 régions et qui verra le jour avec des trains hydrogène à l'horizon 2023-2024. Mais on pense aussi à d'autres énergies. Bien sûr, on pense à une énergie qui est le B100, biocarburant. Ce travail s'est effectué depuis 2 petites années et on est en pleine expérimentation aujourd'hui avec un train qui fait Paris-Granville, 5 allers-retours, qui fonctionne dès aujourd'hui, 60% de gaz à effet de serre en moins émises. Et puis on a 2 autres modes sur lesquels nous travaillons. Le mode avec les batteries, soit en complémentarité du diesel, soit en complémentarité de l'électrique. Et enfin, ce qu'on appelle le GNV, qui nous permet là également de permettre d'autres sujets. Mais moi, le sujet le plus important dans cette table ronde sur les territoires, c'est d'abord que les régions se sont appropriées véritablement la volonté de faire de la transition écologique un projet. Et ce projet, la SNCF qui est à ses côtés, nous permet de faire des économies très importantes. Par exemple, ça nous permet de faire moins d'infrastructures. Aujourd'hui, lorsque vous faites circuler un train à batterie entre 2 zones qui sont électrifiées, eh bien, c'est des gains économiques, c'est permettre à chaque voyageur de moins consommer de CO2. Un exemple très concret, électrifier une ligne, ça coûte 1 million du kilomètre. Eh bien, grâce à ces nouvelles technologies, batterie, hydrogène, nous avons devant nous la possibilité de faire des économies pour les régions. Et je dirais que le point important pour moi aujourd'hui, c'est de dire que, en fait, on parle de transition écologique, de territoire. Moi, je pense que c'est une véritable opportunité pour les régions de s'approprier un projet de transition écologique, de constituer une filière. Et je vois bien avec les entreprises régionales avec lesquelles on travaille, nous avons véritablement un vrai projet. On peut même inverser, je dirais, complètement la question d'aujourd'hui, c'est comment les territoires sont au service de la transition écologique. Et je pense qu'on le voit bien, et encore hier, c'est un point très important pour tous les Français. Merci. Isabelle Patrier, alors on voit bien, Christophe Fanéchet a commencé à évoquer le sujet, c'est-à-dire qu'on va assister à des écosystèmes énergétiques plus territorialisés, me semble-t-il. Enfin, vous allez me dire si je fais une erreur. Est-ce que vous avez Total Développement Régional? Donc on se dit qu'effectivement vous êtes au cœur du réacteur. Quelle est la stratégie de Total Énergie avec un S? Alors Total s'est transformé en Total Énergie puisque nous avons changé de nom il y a 3 semaines maintenant, justement pour illustrer cette transformation et cet accompagnement que nous devons faire en effet des territoires vers le multi-énergie. On vient de le voir là, dans plusieurs domaines. Nous sommes aujourd'hui au carrefour de toutes ces énergies et aujourd'hui nous les distribuons toutes. L'enjeu sera demain d'accompagner, et il est déjà, d'accompagner nos clients dans cette transformation et pour les accompagner vers une énergie décarbonée, territoriale, puisque c'est quand même ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Effectivement, au cœur de ces territoires, comment est-ce qu'on est capable, nous, énergéticiens, multi-énergie, d'accompagner tel ou tel client dans tel et tel usage. Parce qu'au fond, c'est bien ça qu'il va falloir qu'on fasse, proposer une solution qui est adaptée à l'usage de chacun. On a évoqué ici un certain nombre d'énergies, un certain nombre d'usages différents. Total Énergie envisage de venir dans les 10 années qui viennent dans le top 5 des énergéticiens des renouvelables, en investissement 60 milliards d'euros dans ces nouvelles énergies pour pouvoir justement accompagner les territoires, nos clients et nos partenaires. Parce que quand on est dans des infrastructures, on l'a vu récemment, avec Aéroport de Paris, le premier vol long courrier Paris-Montréal à base d'un biocarburant durable aérien, nous l'avons fait ensemble avec Air France, parce que nous sommes partenaires et parce que nous cherchons aussi tous ensemble, collectivement, à aller vers ce développement. Alors, comment on l'a fait, ce biocarburant, par exemple? C'est dans les territoires qu'on les fabrique. La bioraffinerie de la Med, à côté de Marseille, et la
la raffinerie Doudal en Normandie ont permis de relever le défi que nous nous étions fixés collectivement. Quand on regarde le ferroviaire, monsieur l'évoquait, on a un enjeu de décarbonation du ferroviaire et on a un enjeu de baisse des investissements. Comme vous le soulignez, 1 million le kilomètre pour électrifier une ligne. En effet, nous pensons que l'hydrogène est probablement la solution. En tout cas, l'une d'entre elles, le GNV peut en être une autre, et les territoires auront comme objectif, et on a vu effectivement les pouvoirs que les régions ont désormais, d'avoir cette politique entre leurs mains, de choisir certaines énergies pour certains usages et d'avoir la responsabilité des transports régionalement, et puis dans certaines collectivités aussi, d'arriver à densifier, parce que l'enjeu sera celui-là, d'arriver à avoir des énergies renouvelables abordables en quantité dans nos territoires. Et pour cela, il faudra qu'on massifie, nous, la production, pour pouvoir fournir à nos clients une énergie abordable en quantité et qui permettra de densifier et de développer ces transports décarbonés dans les régions. Merci beaucoup. Baptiste Morand, directeur du port du Havre. Donc, déjà, auparavant, les ports jouaient un rôle pivot dans la fourniture d'énergie et dans l'approvisionnement. Demain, probablement encore plus, à l'image des aéroports. Comment est-ce que vous voyez ce rôle de hub des grands ports ? Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que les ports ont toujours joué un grand rôle dans les questions énergétiques et ce n'est pas forcément très connu. Quand on pense port, on pense activité portuaire au sens accueil des navires. C'est vrai que c'est l'une des premières caractéristiques d'un port, c'est de savoir avoir des escales. On a plus de 6000 escales par an au port du Havre. C'est le premier port pour le commerce extérieur français, donc évidemment, il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Et peut-être la première chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que ceux qui nous font bouger en premier, ce sont nos clients. Parce qu'auparavant, les déterminants de la compétition portuaire, pour être le port qui accroche le client, le logisticien, c'est évidemment le temps et le transit time et le coût. Mais de plus en plus, nos clients souhaitent escaler dans un port qui soit en matière énergétique durable, qui sache offrir des services qui soient en bas carbone, parce que derrière, le clientèle final, c'est-à-dire le consommateur, souhaite être de plus en plus rassuré sur l'empreinte carbone de ce qu'il consomme. Donc ça, évidemment, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que dans les années 70, le port du Havre était 70 millions de tonnes de pétrole brut. Ça faisait évidemment de cette manne l'un des principaux revenus du port. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de millions de tonnes par an, évidemment, parce qu'il y a la raffinerie de Total à Gonfreville-Lorcher qui a été citée tout à l'heure. Il y a aussi ExxonMobil qui a une raffinerie un petit peu plus loin. Donc forcément, le port reste la grande porte d'entrée pour l'ensemble de ces flux-là. Mais derrière, on sait bien qu'il y a une question de modèle économique qui va devoir être renouvelée. Et donc, un port doit jouer un rôle dans la transition énergétique, non seulement pour la société, mais aussi pour sa survie économique. Le port, il a des revenus qui sont liés aussi à son attractivité. C'est peut-être le principal moteur qui fait que depuis 2 ou 3 ans, on change radicalement d'approche au travers de ces sujets-là et qu'on sait qu'il faut se transformer, d'être en avance sur son temps et de pouvoir continuer de convaincre les clients. Alors, pour ça, il y a peut-être 2 aspects que je reprendrai volontiers de ce qu'a dit tout à l'heure Edouard Arkwright. Il y a d'abord l'aspect multimodalité, c'est-à-dire offrir des solutions autres que le camion lorsque la boîte est posée sur le terminal. Donc, ça passe par le train. Le train, c'est évidemment très important pour nous parce que ça permet d'aller chercher des marchés au-delà de l'Île-de-France, puisque c'est au-delà de 300 ou 400 km que le train fait son sens. Et puis aussi le fleuve. Vous savez que le port du Havre a fusionné avec les ports de Rouen et de Paris il y a 15 jours pour créer un nouvel ensemble. Le sens de tout ça, c'est d'avoir un port qui rayonne du port de Mille au Havre jusqu'au Pont Neuf à Paris, et donc d'avoir cette unité de gestion qui fasse du fleuve le véritable atout de demain. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième, c'est d'être capable d'être une zone industrielle durable. Je rappellerai simplement qu'on a 10 000 hectares de terrain. Le total est sur le domaine du port. D'autres sociétés énergétiques sont sur le domaine. Notre rôle en termes d'émergence des nouveaux carburants, il a plusieurs titres. D'abord, c'est de pouvoir servir de support, que notre foncier serve de support à l'installation de ces activités. C'est le cas à Port-Jérôme d'Exxon, mais aussi de tous les consommateurs finaux qui seront autour de cet actif industriel, puisque comme l'a rappelé M. Giard, l'hydrogène vert a d'abord comme destination les industriels et l'industrie. Mais derrière, ce qu'on nous demande, c'est de savoir aussi faire le lien avec la mobilité. Les usages en mobilité, ils sont nombreux, le camion, le bateau, la barge. Et donc, une partie de cette responsabilité nous incombe.
Et puis ensuite, on a aussi d'autres éléments essentiels qui sont les éléments de décarbonation, puisque derrière, pour rester attractif comme industriel, il faut savoir décarboner. Alors on sait que l'hydrogène vert jouera un rôle, il y aura sans doute d'autres éléments qui devront jouer d'autres rôles pour pouvoir rester compétitifs. Et ça nous projette à l'horizon 10-15 ans avec, j'espère, des atouts, parce qu'on voit bien qu'autour de la table sont réunis beaucoup d'acteurs majeurs français de cette question énergétique. Et donc, comme vous l'avez dit, on est un hub, on est tous des hubs et on espère jouer ce rôle de hub du mieux possible pour pouvoir être le lieu des investissements futurs. Merci beaucoup. Dans le titre de cette table ronde, il y a bien le mot territoire, et c'est peut-être un peu un mot qui va dans la production d'énergie, dans la fourniture d'énergie, un mot qui va vraiment s'imposer dans les années prochaines. Est-ce que ça change votre approche? Maintenant, les régions, les intercommunalités ont des pouvoirs relativement puissants. Comment est-ce que ça change votre approche? Là où tout se décidait à Paris avant, il va falloir composer avec les territoires. Alors, en tout cas, pour les aéroports parisiens, on ne découvre pas les territoires. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un écosystème. On vit depuis les années 60 autour de Charles de Gaulle. On vit depuis les années 50 autour d'Orly. Donc, voilà, si on se considère pas, Mathieu Gérard l'a dit, si on se considère comme hors sol, on est mort. Donc, on est ancré dans un territoire. La moitié des salariés qui travaillent sur un aéroport vivent à moins de 20 km de cet aéroport. Donc, c'est quelque chose d'important parce que ça montre qu'on ne découvre pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que les enjeux qu'on vient d'évoquer modifient ce rapport au territoire qui nous entoure. Si on reprend l'intermodalité, ça veut dire qu'une zone de desserte, l'aéroport va devenir un lieu de connexion extrêmement puissant, pas seulement pour son client naturel qu'est le passager. Et donc, comment on organise cette mise à disposition de la connectivité pour ceux qui nous entourent et cette mise à disposition de la connectivité pour l'usage qu'est celui de l'aéroport, en termes de dimensionnement d'infrastructure, en termes d'effet d'éviction sur les voitures, en termes de... Voilà. Et pour prendre l'exemple de l'énergie, dans le territoire, il y a des initiatives locales. Il peut y avoir une flotte de buts captifs, peut y avoir des bennes à ordures, peut y avoir une petite installation industrielle. Toutes ces occasions-là sont des occasions de découvrir ou d'acclimater des nouveaux enjeux énergétiques et, me semble-t-il, pavent progressivement la voie de la massification vers laquelle, nécessairement, on devra aller, ne serait-ce que pour les besoins propres de l'aéroport. Et ça veut dire qu'il faut discuter, et c'est une très belle occasion de discussion, de monter des projets ensemble, et progressivement de faire cheminer. Ma conviction, c'est qu'on n'ira pas entre la situation d'aujourd'hui et celle de 2035-40 sans passer par une multitude d'étapes intermédiaires. Et ces étapes-là, on les franchira évidemment avec les intercommunalités qui nous entourent. Si je peux insister sur ce que disait Édouard, je pense qu'il y a assez unique là, dans la situation que l'on vit, c'est qu'on a une chance de recréer les territoires. On est en train de repartir un peu de zéro, puisqu'on a beaucoup parlé d'hydrogène. Donc on pense que l'hydrogène, c'est 18% du mix énergétique en 2050. Donc ça pose des questions, il faut trouver des solutions. Et ce qui est un petit peu nouveau là-dedans, c'est que l'hydrogène pouvant être stocké et produit localement, on doit repenser nos modèles. Et en fait, on a tout un sujet de partenariat qui est en train d'émerger. Donc, je prends Air Liquide, on est un gazier industriel. Là, on est de plus en plus proche du monde de l'énergie. On ne parlait pas à ADP il y a 10 ans, on ne parlait pas à SNCF, et puis aujourd'hui, ils sont dans notre écosystème. Donc je pense qu'il va falloir que tous ensemble, on réinvente un petit peu nos interactions et prendre chaque opportunité, comme l'a dit Edouard, de recréer des écosystèmes locaux pour pouvoir graduellement créer du besoin. Donc si on prend les cas d'usage, on a parlé des avions, des trains, des bateaux. Ce qu'on voit assez rapidement, c'est les camions ou la mobilité un peu légère, les flottes de taxis captives. Et vous savez qu'à Paris, on a la chance d'avoir la plus grande flotte de taxis à hydrogène du monde. On en aura 700 à la fin de l'année. Donc il faut réfléchir tout ça pour créer de la masse et créer de la production d'hydrogène qui soit assez centralisée pour qu'elle ne soit pas coûteuse et pas qu'on saupoudre dans les territoires comme on a parfois tendance à le faire. Et Monsieur Fanichet, même question, j'ai envie de dire. Alors vous, en plus, vous allez être challengé à partir de l'été prochain, avec un certain nombre, avec l'ouverture du marché, la région Sud, je crois, dès l'été prochain, dira si elle choisit la SNCF ou un autre opérateur. Est-ce que vous aussi, j'imagine, vous avez dû repenser, et vous allez probablement repenser vos interactions avec les territoires, je me trompe? Je parle avec les exécutifs territoriaux. En fait, vous avez raison, dans le métier de la SNCF, dans ces voyageurs, on a deux grands métiers. On a la grande vitesse, il y en a aussi surtout les trains du quotidien.
On fait circuler 15 000 trains tous les jours. Dans les 15 000 trains qu'on fait circuler tous les jours, il y en a 14 000 pour les trains du quotidien. 14 000. Et donc, on travaille bien sûr avec toutes les régions. Pour revenir sur le sujet de la transition énergétique d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un sujet que les régions se sont complètement appropriées avec un seul mot d'ordre, le territoire. C'est-à-dire comment la transition énergétique permet au territoire de se développer, comment il permet de diminuer la facture de CO2. Et aujourd'hui, dans les différentes expérimentations, suivant les régions, suivant l'appétence, suivant la géographie, on a différentes propositions. Je parlais bien sûr de l'hydrogène, comme on en parle souvent, mais je reviens encore sur le colza, le B100. Aujourd'hui, l'objectif, par exemple, de la région Normandie, qui nous a vraiment poussé à trouver la bonne solution, c'est de permettre aux élus normands, mais surtout à leurs citoyens, d'avoir une nouvelle solution. Cette solution, elle fonctionne déjà depuis plus de 3 mois. C'est de la production avec du colza en région Normandie. Et ces sujets-là, chaque région a son sujet. D'autres régions, que ce soit Ora, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, ça va être par exemple de regarder, en y faisant y compris des sites dédiés, sur comment on équipe nos trains, batterie plus diesel ou batterie plus énergie électrique. Donc aujourd'hui, les régions ont le pouvoir, hein, ne l'oublions pas, et aujourd'hui c'est elles qui décident de la mobilité de leurs concitoyens sur les grandes distances ou sur les distances régionales. Elles sont bien sûr à la manœuvre, et nous, notre objectif, c'est de leur trouver toutes les solutions. Donc on travaille avec différents partenaires industriels sur l'hydrogène, sur les batteries, ou même sur le colza. Et je trouve que le colza, pour prendre cet exemple-là, c'est celui qui fonctionne en Normandie. Et je trouve que c'est un très bel exemple d'ancrage territorial d'une solution pour les territoires et par le territoire. Et est-ce que ça constitue dans la future bagarre qui va vous opposer à d'autres opérateurs pour la SNCF un atout, cette réflexion Bien sûr, que vous avez... dans la bagarre, puisque vous m'avez lancé sur les appels d'offres, d'abord, la SNCF, l'ensemble du marché de la SNCF est ouvert à la concurrence depuis le 1er janvier 2020. On voit apparaître les différents appels d'offres. Vous avez la région sud qui est effectivement la première, il y a Grand Est, Hauts-de-France, etc., etc. Mais par exemple, vous avez raison, dans les appels d'offres que nous avons aujourd'hui, on nous demande avec quelle énergie nous allons tirer les trains en région sud et avec quel mix énergétique. Est-ce qu'il vient du nucléaire? Est-ce qu'il vient d'énergie renouvelable? Et nous, à la SNCF, on est sans doute un des plus gros consommateurs d'énergie électrique. Eh bien, dans nos propositions, on regarde effectivement ce mix énergétique, en particulier sur le renouvelable. Et je pense que c'est un point sur lequel les régions sont extrêmement attentives. Merci. Isabelle Patrier, j'imagine que vous, comme Air Liquide, vous allez devoir, ou vous faites déjà probablement, repenser vos relations avec les régions et les EPCI dans le sens de la transition énergétique. Elles sont au taquet, j'ai envie de dire, clairement. Elles le sont depuis longtemps, puisque l'ancrage territorial de Total Energy au travers de son réseau de stations-service est historique. Et effectivement, nous avons un ancrage territorial ancien. Maintenant, la question est de comment est-ce qu'on transforme cet ancrage territorial pour répondre à la décarbonation des transports et à toutes les décarbonations. J'entends les bornes de recharge électrique notamment pour les particuliers, parce qu'on pense que sur le véhicule léger, c'est la solution. Effectivement, les régions et les collectivités sont les donneurs d'ordre des appels d'offres, et les syndicats d'énergie avec eux, des appels d'offres sur les bornes électriques, et on est là pour y répondre et développer sur le domaine public. D'ailleurs, aujourd'hui, Total Energy est le premier sur le domaine public en France dans le développement. On le fait en France, on le fait à l'étranger. Les villes de Londres, Amsterdam, aujourd'hui, sont des villes, avec celle de Paris, pour lesquelles nous développons. Donc c'est vrai que c'est un ancrage territorial qui se développe sur toutes les énergies. Le bio-GNV, on pense à la méthanisation, qui est une énergie produite localement, qui est en économie circulaire pure, et qui va permettre demain au GNV pour le ferroviaire, mais au GNV aussi pour les flottes de camions, de se développer. Ça sera territorialement cet ancrage qui permettra ces développements. Donc
en effet, le développement territorial est quelque chose de majeur. Quand on parle des biocarburants, qu'ils soient aériens ou qu'ils soient terrestres, ces biocarburants durables, à base de biomasse, ils sont faits à partir de ce qu'on trouve dans les territoires et des déchets qu'on va pouvoir recycler pour permettre cette énergie circulaire et cette décarbonation de tous les transports. Donc, quand vous faites le mix de toutes ces énergies, comme le disait monsieur tout à l'heure, l'hydrogène sera une part, l'électricité une autre, les biocarburants une troisième. On va déployer grâce aux régions et aux partenariats que nous aurons entre nous, parce que entre partenaires d'infrastructures ou d'énergie complémentaires, avec Air Liquide, nous nous sommes associés pour la flotte de taxis parisiens à hydrogène il y a quelques jours. Nous avons notre rôle à jouer et c'est collectif, c'est public, privé et des partenariats avec nos clients et avec d'autres partenaires d'infrastructures ou d'énergie. Merci. Baptiste Morand, à nouveau la même question. Comment est-ce que vous imaginez vos relations vous allez me dire que vous le faites déjà. Néanmoins, ça peut être intéressant de vous poser la question de comment vous voyez évoluer vos relations et en quoi les territoires vous poussent, vous aussi. On a dit que les transports allaient accélérer, mais les territoires vous poussent, vous aussi, à bouger et à transiter, à pivoter. Peut-être une première réponse qui a trait aux questions d'investissement, parce que quand on fait la transition énergétique, ça suppose aussi beaucoup d'investissement. Au Havre, on a en particulier quelque chose qui est très symbolique, puisque l'une des 4 centrales à charbon de France vient de fermer. Et juste à côté, on a le plus grand site de construction de nacelles et de pales d'éoliennes offshore qui est en train de pousser. Donc évidemment, là, quand on voit ça, on se dit que la transition énergétique, elle est vraiment en marche pour de vrai. Et pour pouvoir réaliser ça, il a fallu des investissements lourds pour pouvoir préparer les terrains à l'accueil de cette nouvelle activité. Et donc, quand il s'est agi d'investir, le port, évidemment, puisque ce sont nos terrains, a eu une action déterminante, mais aussi l'État et la région pour pouvoir boucler contractuellement le financement au bon moment. Et ce que je sens, c'est qu'à travers cet exemple, mais aussi par exemple l'exemple de l'électrification des quais, qui est un autre exemple d'investissement lourd qu'il faut faire pour permettre aux bateaux de se brancher à quai. On va commencer par les croisières dès l'année prochaine, et ensuite ce sera le tour des porte-conteneurs. Il y a de l'investissement et donc il faut du soutien territorial. Et quelque part, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis 2 ou 3 ans, c'est une question aussi de culture territoriale autour des questions énergétiques qui a radicalement changé. Maintenant, quand vous parlez énergie, vous avez des interlocuteurs éclairés qui comprennent que c'est un enjeu lourd, majeur, et qui sont prêts à vous écouter. Ce n'est plus une question de spécialistes. Et je crois que la table ronde, finalement, qu'on est en train de faire aujourd'hui est en train de le prouver. C'est qu'on a tous avancé dans notre conscience écologique et énergétique en même temps que ça devient un enjeu crucial pour la compétitivité de nos territoires. Et puis enfin, forcément, il faut s'appuyer sur le territoire pour pouvoir garder une longueur d'avance, voire quelque chose qui soit différenciant. J'aime bien l'exemple du colza en Normandie. Ça montre bien que quand on regarde le territoire, il y a des actifs sur lesquels il faut s'appuyer. Il y a des spécificités, des spécialités. Et donc, je crois qu'en France, je reprendrai l'exemple de l'axe Seine, il y a peu de ports aujourd'hui qui ont ainsi la chance d'avoir un fleuve qui permette d'accéder en centre-ville de Paris, une métropole mondiale qui demain, évidemment, sera de moins en moins desservie par des camions qui sont générateurs de nuisances. Même si demain, il y a le camion à l'hydrogène, il y aura toujours des questions de nuisances, etc. Et donc, le fleuve, c'est l'avenir. Et pouvoir desservir par des petites unités, en logistique urbaine, tous ces sites, je pense que moi, c'est l'avenir. Et donc, on travaillera à travers les ports et le développement portuaire sur ces questions. Mais il y a évidemment énormément d'exemples qui peuvent illustrer que les territoires, l'énergie et les acteurs et les opérateurs locaux ont énormément de créativité, un espace de créativité qui est encore très, très largement ouvert. Voilà, en préparant cette table ronde, on a un peu parlé de l'ammoniac. C'est un sujet qui commence à émerger, l'ammoniac, notamment dans le maritime, je crois. Vous pouvez nous éclairer un peu? On parle du mix, donc elle a aussi sa place. Peut-être Mathieu Giard donnera quelques éclairages beaucoup plus éclairés que moi, mais effectivement, quand on pense transition et carburant du futur, en termes maritimes, l'hydrogène, certes, est intéressant à certains aspects, mais la nécessité de stocker le carburant rend parfois, notamment pour des gigaporte-conteneurs ou d'autres, la technologie questionnable. Et donc l'ammoniac, ça fait partie des potentiels carburants qui sont en train d'être explorés parce que, quelque part, la production d'ammoniac aujourd'hui, disons,
émet beaucoup de CO2. Donc il va falloir d'abord décarboner la production pour pouvoir en faire une énergie intéressante. Mais nous, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que d'abord, sur notre zone industrielle, on a le numéro 1 de l'ammoniac qui est là et qui sait aussi produire ça de manière extrêmement responsable. Et puis derrière, sans doute qu'en termes de capacité de stockage, ce sera beaucoup plus adapté pour du short sea, pour du deep sea et pour des choses qui, évidemment, tournent autour de notre compétitivité générale. Alors peut-être du coup pour ajouter à ça, alors la bonne nouvelle c'est que pour faire de l'ammoniac il faut de l'hydrogène et de l'azote, donc à la fin on est toujours là. Ceci étant, donc en fait ce qu'on voit si on quitte un petit peu la France, c'est que la transition énergétique rebat les cartes au niveau mondial et il y a des pays qui se positionnent en étant exportateurs d'hydrogène vert. Parce qu'ils ont accès à des quantités d'énergie renouvelable massives. Alors on parle du Chili, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Australie. Donc ils ont cette énergie et ils ne peuvent pas la stocker. Donc le meilleur moyen de la stocker et de la transporter, c'est de passer par la voie hydrogène liquide ou ammoniac. Et donc il y a pas mal de discussions en effet sur l'usage final du produit. Donc est-ce que c'est de l'ammoniac pour faire, est-ce que c'est du power to gas et l'ammoniac est une solution? Est-ce que c'est pour utiliser comme de l'hydrogène dans la mobilité? Auquel cas, donc il y a beaucoup de discussions. L'avantage de l'ammoniac, c'est qu'il est beaucoup moins froid à transporter que l'hydrogène liquide, donc c'est un petit peu plus facile. Mais voilà, donc je pense que le débat est ouvert. Mais on l'a dit avant, l'hydrogène c'est 18% du mix énergétique, il y a de la place pour tout le monde. Et l'ammoniac est sans doute une des solutions. Merci. Édouard, je me tourne vers vous. J'ai envie de vous demander à quand le point de bascule dans les aéroports? Alors, on a entendu Thierry Breton dire « Allez, faites-nous des démonstrateurs d'avions verts, accélérez, accélérez ». Est-ce que les aéroports parisiens pourraient devenir des hubs producteurs d'énergie avant que l'avion vert n'atterrisse sur les tarmacs? Je pense qu'on va avoir plusieurs points de bascule qui vont succéder. Il y en a un qui aura lieu dans 3 heures, mais quand on va voir voler le Pipistrel et le Velocity, on va voir que l'aviation décarbonée ou l'aviation à moindre nuisance en termes sonores est une réalité au Bourget aujourd'hui, une réalité dans le ciel de Paris dans 2 ou 3 ans. Donc on n'est pas obligé d'aller dans des effets tunnels qui vont nous emmener jusqu'en 2035 ou en 2040. Il y aura la marge des carburants alternatifs durables qu'évoquait Madame Patrier tout à l'heure. Je pense qu'on va être au milieu des années 2030. Voilà, la bascule, elle va être aux années 2030. C'est là qu'on aura une quantité suffisante, je l'espère, de carburants alternatifs durables compatibles avec les modèles économiques des compagnies aériennes et l'acceptabilité du passager en termes de paiement de ces nouveaux modes. On aura une vision déjà extrêmement claire des types d'avions qui accepteront l'hydrogène et des modèles industriels. On travaille, Mathieu l'a dit, avec Air Liquide et Airbus, justement pour essayer de définir quelles vont être ces infrastructures, quels vont être le rythme. Mais je pense que le milieu de l'année 2030, c'est l'heure de la bascule. Christophe Fanichet, vous êtes d'accord pour les trains? Moi, je suis d'accord. Est-ce que ce moment de bascule... Je vais partager ce que Edouard Arkwright disait à l'instant. D'abord, comme je disais, le transport, c'est 1/3 des gaz à effet de serre et de CO2. Dans ce tiers, c'est plus de 50% sur la voiture individuelle qui émet. Pour les TER, c'est le seul parti qui nous reste. Nous, c'est 0,5%, c'est un petit peu donc un peu moins de 20%. Pour autant, les travaux qu'on est en train de conduire, nous, on dit que nous serons complètement à zéro gaz à effet de serre en 2035. Donc l'objectif, c'est que tous les trains, où qu'ils soient, y compris à des endroits où il n'y a plus aujourd'hui de fil de caténaire, en 2035, nous serons soit sur batterie, soit sur hydrogène, pour permettre effectivement cette transition. Et on va avoir plusieurs étapes. L'hydrogène, c'est 2024. C'est les batteries à peu près aux mêmes horizons. Donc en fait, il y a 2 dates pour nous. C'est 2025 à 2030, des expérimentations et surtout des généralisations. Et puis 2035, c'est zéro, de telle façon à ce que l'ensemble des passagers qui prendront le train, j'espère qu'ils seront tous à la SNCF, mais il en restera quelques-uns, j'imagine, de nouveaux entrants. Nous serons, nous en tout cas SNCF, avec 0% de gaz à effet de serre. C'est-à-dire une grosse accélération quand même. On parle pas d'un Big Bang, mais tout de même, il va falloir appuyer sur l'accélérateur. Il va falloir appuyer sur le champignon, comme vous le dites, puisque vous l'osez. Non, c'est surtout que les régions sont extrêmement demanderesses. Et moi, je les salue encore, je profite de ce forum. Les régions ont envie de rentrer dans la transition énergétique de façon extrêmement forte. Et comme on le disait à l'instant, elles ont maintenant des experts. Il y a un expert énergie dans chacune des régions. Donc aujourd'hui,
Le mouvement, il existe, il n'a pas forcément été très bien vu jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, cette révélation, elle apparaît au grand public, mais ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années dans certains cas, que nous travaillons tous pour cette transition énergétique. L'accélération avec la pandémie l'a démontré. Il y a juste une appétence aussi du client final de cette transition énergétique, et c'est pour cette raison que je pense que cette accélération à 2035, elle va pouvoir se faire. Isabelle Patrier, appuyée sur le champignon, c'est aussi votre cas. Hein. Vous avancez, alors je ne veux pas dire sous contrainte, je vois bien que c'est très volontariste de votre part, mais du côté de Total, il va falloir aussi... Oui, alors on mettre a beaucoup accéléré, puisque en fait, ça n'est pas récent. Hein. Notre ancrage dans les renouvelables date de plusieurs années maintenant. Hein. On a déjà une puissance installée dans les renouvelables à la fin d'année 2020 qui était à 7 gigawattheures, ce qui est quand même non négligeable. Et on envisage d'être à 100 gigawatts dans 10 ans. Pour vous donner un ordre de comparaison, 100 gigawatts, c'est pratiquement 2 fois le parc nucléaire français installé. Donc l'accélération, on l'a prise, et le virage, on l'a clairement pris depuis plusieurs années. Sinon, on n'aurait pas cette ambition qui nous semble totalement réaliste pour accompagner justement nos clients, les territoires, dans ce développement des renouvelables. Et dans cette transition énergétique, alors dans transition énergétique, il y a le mot transition, hein, il faut l'accompagner, il y a un rythme à trouver. Les régions ont besoin de ce rythme-là pour se transformer, pour financer, et puis pour renouveler leur parc, qu'il soit ferroviaire, qu'il soit de bus, de cars, de bennes à ordures. Et donc nous, on sera là aussi pour le faire, comme on est là pour accompagner la décarbonation des transports maritimes. Aujourd'hui, la compagnie Total Énergie est numéro 2 mondial dans la distribution de GNL, qui va permettre de baisser les émissions du transport maritime aussi. Et je crois qu'il faut qu'on soit dans toutes les énergies. C'est le pari que nous avons fait. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, puisque nous sommes dans toutes ces énergies. À nous, collectivement, avec ces territoires, de trouver le bon rythme pour accompagner cette décarbonation des transports. Merci. Baptiste Morand, petite question. Quand est-ce que le porte-conteneur zéro émission quittera les quais du Havre ou la barge zéro émission? On reste sur le point de bascule. Oui, et c'est vous qui conclurez cette table ronde. Bon, lourde responsabilité. Non, mais en quelques mots, il y a déjà, je pense, dans le secteur maritime, des choses qui vont très vite. Et on a aujourd'hui des gigaporte-conteneurs au GNL qui sont opérés par une compagnie qui s'appelle CMA-CGM. On a la chance que ce soit en plus une compagnie française qui fait référence et qui a emmené dans son sillage beaucoup d'autres constructeurs qui maintenant se mettent au GNL. C'était un vrai pari sur l'avenir. C'est un pari réussi. Ces porte-conteneurs escalent au port du Havre et on va avoir dans quelques jours un avitaillement au GNL fait au port du Havre, parce que nous, on est capable aussi d'avitailler ces bateaux. Donc c'est évidemment en marche. On espère que d'ici, pareil, 35-40, les choses seront stabilisées. Ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas que le bateau, il y a aussi toute la chaîne de transport derrière qu'il va falloir décarboner, parce que, évidemment, que le bateau escale, c'est une chose, mais derrière, il va falloir faire la manutention, les camions, la logistique, et puis, si possible, plutôt le faire basculer sur du train ou de la barge. En tout cas, nous, ce qu'on sent, c'est que le mouvement est véritablement enclenché, et que le facteur de compétitivité, il est la réaction des territoires. Pour boucler avec votre thématique, c'est-à-dire que faire bloc sur une thématique aussi importante, prouver que c'est aussi une priorité nationale, régionale, mais aussi nationale. Se dire, et c'est l'esprit qu'on a fait quand on a créé Aropa, qu'avec un seul port sur l'axe Seine, c'est aussi pouvoir faire référence sur des matières qui n'étaient pas possibles de faire auparavant, de boucler avec Aéroport de Paris, puisqu'aujourd'hui on est voisins, alors qu'avant le port du Havre et ADP n'étaient pas vraiment voisins. Se dire que demain, le carburant du futur, il devra passer aussi par nos pipes, puisque les pipes aujourd'hui servent à desservir Orly et Roissy pour le jet, mais demain, le carburant du futur, on espère qu'il pourra aussi être autour de cet actif-là. Mais c'est évidemment comme ça qu'on voit les choses, et on y croit vraiment fermement. Ça peut faire la différence en termes nationaux sur l'ambition énergétique d'avenir. Eh bien, nous arrivons au terme de cette table ronde qui a été très légèrement rabotée. Thierry Breton ayant fait un discours un petit peu long. Il me reste à vous remercier tous les 5 pour ces propos fort intéressants. Et je vous laisse profiter de la journée et des autres tables rondes. Merci à tous. Merci à vous. Merci.